Bien, rebonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Alors, les campus des métiers, on en a pas mal parlé hier, spontanément, mais c'est bien de réapprofondir le sujet. Alors, le point de départ, c'est vraiment le ministre. Il va nous rejoindre tout à l'heure, mais la mission, c'était simple, c'était le Harvard du Pro et faire 40 Harvard du Pro. Alors déjà, c'était beaucoup. Et puis, d'ailleurs, un an et demi après, en visitant d'ailleurs un campus, c'était le président de la République cette fois-ci. Évidemment, lui, comme il est président de la République, il n'est pas passé à 40, il est passé à 80. Alors, le challenge était pas facile. Donc, c'était 40 Harvard du Pro dans un premier temps, donc des campus, des métiers et qualifications d'excellence. Et puis, d'ici la fin du quinquennat, arriver peu ou prou à 80. Qu'est-ce qu'on a fait, je parlerai de l'équipe tout à l'heure, mais c'était d'abord solidifier ce concept de campus des métiers qui existait, mais bon, qui vivotait un petit peu sur les premières années. Essayer aussi de donner une plus forte sélectivité au campus, aux écosystèmes qui étaient candidats. On a bien précisé les critères, on les a un peu durcis. C'est-à-dire, par exemple, avoir une très forte stratégie par rapport aux filières, c'était avoir des vrais budgets et puis des autofinancements de campus, pas quelque chose sur un an, mais sur 10 ans ou plus. C'était favoriser la mobilité nationale, mobilité internationale à travers les campus. Et puis, le côté Harvard du Pro, c'était aussi l'incarnation. C'est-à-dire que ça existe, qu'on le voit, qu'on ne soit pas caché. On a vu que les problèmes de communication étaient pendants au lycée professionnel. Donc aussi, beaucoup de communication, prévoir un budget com, des actions de communication pour faire voir ce que c'est les campus et les lycées. Et puis surtout, c'était important, il ne suffisait pas d'avoir une belle voiture, il fallait mettre de l'essence dedans ou une batterie électrique, comme vous voulez. Et là, on a été beaucoup aidé par les services du Premier ministre, le SGPI, qui sera là tout à l'heure, avec ce qu'on appelait le programme d'investissement d'avenir 3, PIA 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 80 millions d'euros qui ont été placés sur ces objets qui n'existaient pas encore tout à fait, mais qui devaient se développer, donc les campus. Et puis en fait, 80 millions d'euros, mais c'était forcément que la moitié. Après, c'était les régions, les collectivités, les entreprises, les fondations aussi. Laurel était là tout à l'heure, mais la fondation Bettencourt nous aide beaucoup, par exemple, sur le sujet des campus métiers d'art, donc aussi des acteurs privés. Donc là, on avait vraiment tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire vraiment des belles voitures qui savaient où elles allaient, et puis du carburant pour mettre dedans, parce que au total, oui, ça fait 200 millions, c'est pas rien. Et donc pour les 40 premiers, et pour les 40 projets qu'on a, beaucoup de représentants sont ici dans la salle, on a les 40 projets d'excellence à venir, et on aura donc du programme investissement d'avenir numéro 4. Alors, un peu différent, et ce qu'on appelle des stratégies d'accélération, des choses comme ça, sur les différentes filières, sur l'énergie, sur les nouvelles mobilités. Donc, on aura de quoi avoir nos 80 Harvard du Pro. L'autre chose que je voulais dire, c'est hier, Jean Tirole, il a parlé du temps long, ce qui est vrai dans l'éducation. On a quelquefois l'impression qu'on va vers l'avant, mais en fait, la photo, c'était toujours celle du rétroviseur, c'est-à-dire celle qui est derrière. Je pense qu'on a un bon contre-exemple avec les campus, même si évidemment les maturités sont toujours un peu longues, mais là, on est sur du temps court. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, ils existent, ce n'est pas des concepts, ils produisent des résultats. Ils sont connus des recteurs, ils sont connus des présidents de région, ils sont connus des ministres. Donc c'est un objet qui est apparu dans le paysage politique et public de manière forte et extrêmement rapide, ce qui n'est pas toujours commun à l'éducation. Ça a été dit, mais on peut quand même le redire. Un campus, c'est un écosystème. Des écosystèmes, il y en avait déjà, je pense au pôle de compétitivité, industrie, recherche, etc. Mais il n'y avait pas d'écosystème qui était posé autour de la formation, autour de nos lycées, autour de nos CFA, autour de nos universités, de nos centres de recherche aussi, et auquel on a collé évidemment l'acteur entreprise. Et puis l'acteur collectivité aussi. Donc quand on parle d'écosystème, de campus, c'est ça. Alors,
quelle était la difficulté? Enfin, quelle est... Ben, on va voir. Ah, normalement, il n'y a pas de gong, hein, tu avais dit. Alors, je termine. Vous vouliez tricher. Ouais, il n'y avait pas de gong. Non, tous ces acteurs, c'était simple, hein, ils existent dans les collectivités, à Poitiers, à La Rochelle, à Amiens, etc. Mais parfois, ils se parlaient pas, ils ne travaillaient pas ensemble, ils n'avaient pas les structures pour travailler ensemble, ils n'avaient pas forcément la stratégie, l'objectif. C'est ce qu'on a fait avec les campus. C'est faire en sorte que ces gens-là se parlent. Et très sincèrement, il y a des... Il y a un deuxième gang là. Hein. Ouais, on va en parler justement. Moi, je vous propose de venir... ma phrase. Finissez votre phrase. Voilà. Parce qu'on va en parler justement avec les acteurs économiques. Et c'est vraiment du volontarisme, parce qu'il y a des gens qui se parlent, donc ça c'est super, on fait des campus, puis il y a des gens qui ne se parlent pas encore, ça sera plutôt les campus de demain. D'accord. Venez vous installer. Merci beaucoup, Marc, parce que justement, on va voir avec les intervenants si cet écosystème autour de la formation fait bien rentrer les entreprises et si les entreprises y trouvent leur compte aussi. Et pour ça, je vais accueillir ma prochaine intervenante. Elle a réalisé toute sa carrière dans l'industrie et notamment au sein de la société Hutchinson, dont elle est promue directrice des ressources humaines en 2008. Première femme à entrer au comité de direction. Elle prend la direction de l'école du management en 2016 et en 2020, elle crée son cabinet de conseil en management. Elle a aussi publié un livre aux éditions L'Harmattan. Il était une fois une femme dans l'industrie. J'accueille Dominique Bellos. On applaudit. Et vous allez avoir le gong qui va sonner. Vous avez 3 minutes avant le gong. C'est à vous, Dominique. Eh bien, bonjour à tous. Quand je serai grande, je serai professeure d'allemand. Tel était le rêve de la jeune adolescente que j'étais à l'époque. Et je ne savais pas que toute ma carrière ne ressemblerait pas à ça, mais me ferait côtoyer pendant près de 50 ans le monde de l'industrie, et plus particulièrement celui des filières de l'automobile, l'aéronautique, les caoutchoucs, les polymères, et un tout petit peu plus récemment la plasturgie. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que le monde de l'éducation et de la formation ne m'ont jamais quitté. Alors si je fais un petit retour en arrière, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être pendant 8 ans directrice des ressources humaines du groupe Hutchinson, avant d'en prendre la direction de la formation. Et je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai beaucoup appris de l'importance de la formation quand on est DRH. Puis j'ai eu l'occasion d'être présidente du syndicat du caoutchouc des polymères. Là également, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, j'ai côtoyé de très très près le monde de la formation. Et aujourd'hui, je suis dirigeante de ma petite entreprise, toute jeune entreprise de conseil en management, et je confirme également que je ne peux pas imaginer cet exercice, aussi simple soit-il, sans avoir un arrière-fond avec la formation. La formation est littéralement essentielle à l'avenir de nos entreprises, des différentes filières, de quelque activité qu'elles soient, et quels que soient les diplômes, les nouveaux diplômes qui sont recherchés. Alors si je reprends un récent exemple, Hutchinson, je vous en dirai, je pense que vous connaissez, de filiale de Total, 40 000 salariés, équipementier automobile aéronautique. Deviner les métiers de demain, avoir les compétences et les prévoir, c'est clé, et les RH sont responsables, j'avais cette responsabilité. Aussi, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer à Montbéliard le campus des métiers en avril 2019, là j'ai pu réaliser combien ces campus pouvaient être véritablement, en tant qu'écosystème d'avenir, une des réponses à nous, entreprises, pour accompagner le montage de parcours de formation personnalisés, que ça concerne les opérateurs, les techniciens ou les ingénieurs. Et je suis ravi d'être à cette table ronde pour partager avec mes collègues ce sujet, comment les campus peuvent aider les entreprises à clarifier leur propre offre de formation. Merci beaucoup, Dominique. Je vous propose de vous installer autour des tables.
Il débute sa carrière dans les ressources humaines au sein du groupe Eurocopter France, puis du groupe des industries métallurgiques, à la représentation francilienne de l'organisation professionnelle de la métallurgie. Après un passage au MEDEF Hauts-de-France, il devient délégué général de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction, qui regroupe 1200 entreprises, et est aussi président du conseil d'orientation de l'ONICEP et administrateur de l'opérateur de compétences Constructis. J'accueille Laurent Martin Saint-Léon, qu'on applaudit. Laurent, vous avez la main, le chrono qui se met en route et le gong au bout de 3 minutes, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette première université école entreprise. Et je remercie Mathieu Mercessia et Béatrice de la Valette pour toute cette organisation et cette aimable invitation. Je représente la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. C'est une organisation professionnelle qui regroupe 1200 entreprises, comme ça a été dit, des entreprises qui font 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui sont réparties sur 5500 points de vente à peu près dans tout l'Hexagone. Ces entreprises exercent un métier assez méconnu qui est celui de la distribution des produits du bâtiment. On nous confond très souvent avec nos cousins du bricolage. Et quand je parcours les ministères, on me dit de temps en temps « Ah oui, Leroy Merlin ». Et je réponds « Ah non, Point P, Gédimat, Tout Faire, Big Mat, etc. » La distribution des produits du bâtiment, c'est un secteur un peu à part parce qu'il est au carrefour de plusieurs métiers, au carrefour de plusieurs secteurs. On fait du commerce, on vend, on distribue. Mais on a aussi une fonction logistique parce qu'on stocke, on entrepose, on garde les produits. Donc il faut des parcs, il faut des surfaces et il faut des gens qui exercent aussi les métiers techniques. Et puis on est dans le monde du bâtiment, donc on est souvent associé à la pénibilité, aux difficultés. En réalité, c'est assez différent. C'est un métier de cordialité, un métier de convivialité dans lequel il y a des valeurs humaines assez fortes. On est composé d'un tissu de TPE-PME à 70%, et puis on a aussi des très grands groupes comme le groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment. Donc dans tout ce mélange, il y a une culture familiale, une culture assez prégnante de solidarité. Et on est venu à s'intéresser en fait au campus des métiers et des qualifications, d'abord en allant visiter celui de Lille. On a trouvé d'abord un écosystème très intéressant, notamment autour du digital, qui est une fonction très importante pour nos entreprises, qui se développe. La crise Covid a été un accélérateur assez puissant et pour autant, c'est vrai qu'on distribue des produits assez pondéreux, des produits assez lourds et on reste encore marqué par une faible activité dans le domaine du digital. Donc la possibilité de trouver sur un campus à la fois cette fonction numérique mais en plus de l'associer à une fonction commerce, c'était quelque chose pour nous d'essentiel. On a aussi l'intention, bien évidemment, d'infiltrer, de s'imprégner des campus du bâtiment, parce que les campus du bâtiment tournent autour de l'acte de construire, du métier de l'acte de construire, mais pour construire, il faut des produits, il faut du conseil sur les produits, et ça, c'est quelque chose que nous allons développer de plus en plus. On parle du virage de la transition écologique. À cela, il faut associer aussi les besoins en matériaux biosourcés. Demain, la commande publique exigera de nos entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, qu'elles appliquent des pratiques d'achat sur ces matériaux. Donc il faut qu'on investisse les campus, il faut qu'on investisse les lycées professionnels, il faut qu'on soit présent. Nos chefs d'entreprise sont extrêmement volontaires pour se déplacer. Je participe à une journée de parrainage mardi au lycée des Marques d'Or à Dijon sur un BTS Solutions et Commercialisation. Bien joué. Merci beaucoup, Laurent. Je vous invite à rejoindre la salle et j'appelle notre 4e intervenant. Après plusieurs postes de directeur des ressources humaines dans le secteur des services, au sein notamment du groupe Demos Formation, du groupe de prévoyance et de retraite des libéraux et des chambres de commerce et d'industrie, il devient directeur des ressources humaines de Dekra Automotive France en 2018. J'accueille Armand Ménéché, qu'on applaudit. Bienvenue Armand. Vous pouvez vous installer. Bonjour à tous et à toutes. Juste un petit peu d'histoire. Donc, je suis le DRH de Dekra. Dekra, c'est une entreprise ancienne, je dis pas vieille, ça serait péjoratif, qui a été fondée à Berlin en 1925. C'est un opérateur historique du contrôle technique des véhicules, des camions, et qui intervient en tant qu'opérateur privé de service public, puisque nous assurons le contrôle technique de tout type de véhicules. Sur le territoire, 1800 points d'implantation.
au sein du territoire français, et un modèle économique un peu spécifique, puisque c'est une association, donc un modèle capitalistique, mais non capitaliste. Il n'y a pas d'actionnaire privé au sein d'ECRA, donc on est plutôt bien fondé à gérer de façon privée le service public, en tout cas en matière de contrôle et d'inspection aussi pour l'industrie. Notre implantation et notre ancrage est très local, donc nous avons une vraie capacité à offrir des emplois locaux à travers vraiment, je dirais, l'emploi du coin de la rue, puisque quand on fait son contrôle technique véhicule, on va globalement à entre 1,5 et 2,5 km autour de chez soi. Donc on fournit un emploi local qui s'adresse plutôt effectivement à des jeunes à qualification CAP, Bac Pro, et on a commencé à engager des partenariats, des liaisons, même si nous sommes aujourd'hui et depuis de plus en plus opérateurs de formation, puisque nous délivrons des certifications, nous délivrons des agréments. Pour être contrôleur technique, il faut un agrément. Et à ce titre, on a une complémentarité avec l'éducation nationale, les acteurs de l'éducation que vous représentez. Et je trouve que cette rencontre initiée par Béatrice de La Valette, elle est extrêmement importante parce que on voit le climat est très bon, les échanges sont très fluides. On a besoin d'apprentissage mutuel, de proximité pour répondre à des problématiques qui sont largement plus complémentaires que contradictoires. Et on pourra en parler dans un contexte quand même économique qui est marqué par la pénurie de candidats. Donc on a besoin d'aller vers les écoles pour attirer dans des filières comme l'auto, sur lesquelles la difficulté de féminisation est très forte. On a du mal à faire entrer des filles dans l'automobile malgré tous nos efforts. Et nos implantations, nos 22 centres de formation nous permettent néanmoins d'être vraiment des partenaires de grande proximité, autour notamment de 15 lycées professionnels auxquels nous versons la taxe d'apprentissage. On a une rétrocession parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour nous, et la moindre des choses, c'est aussi de leur rétrocéder. Donc voilà, je pense qu'on va en discuter. J'aurais pas fait 3 minutes, mais j'ai à peu près terminé. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Armand. Installez-vous. On va démarrer cette table ronde. Honneur aux femmes. Dominique, vous avez parlé de votre carrière de DRH chez Hutchinson, et avec des métiers très spécifiques. Comment on approche l'école, comment on approche des jeunes qui pourraient rentrer en formation. Vous avez parlé aussi du campus de Montbéliard que vous avez rapidement visité et qui vous a mis la puce à l'oreille en se disant « Tiens, c'est un écosystème intéressant, ça peut m'aider à recruter et à former des gens qui me seront utiles après dans mon groupe ». Alors tout à fait. Donc toute mission DRH, une des grandes missions DRH, c'est de s'assurer que l'entreprise a à tout moment les compétences requises au bon moment et au bon niveau et à la bonne place. C'est facile à dire, très compliqué à faire dans la réalité, surtout quand il y a, et c'est fréquent, des guerres de talents qui touchent beaucoup les jeunes, mais également ceux qui sont légèrement moins jeunes. Donc, comment attirer? Et je dirais que déjà, par rapport à ce qui a été dit ce matin par mes collègues, elles ont les unes et les autres fort bien résumé tout ce qui relève d'une entreprise. Et entre autres, je voudrais revenir sur un point auquel j'étais personnellement très, très sensible quand j'étais DRH groupe Hutchinson, c'est assurer l'employabilité de nos collaborateurs. Donc, si je me remets dans les expériences que j'ai pu faire en tant que DRH, quand j'accueillais un jeune au nom d'Hutchinson, que ce soit quand j'étais à la tête d'une usine ou après comme DRH, je savais qu'il y allait y avoir un engagement que l'entreprise prenait par rapport à ce jeune et qu'il était important de partager avec ce jeune les valeurs de l'entreprise par rapport aux siennes et vice-versa. Donc, en fait, un des secrets que j'ai découvert pour mener à bien cette tâche qui est passionnante mais qui est très compliquée, c'est de s'assurer que l'entreprise elle-même va développer une culture favorable à faire entrer la formation et l'éducation dans ses gènes, de façon à ce que ce soit très perméable entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation, qu'on n'ait pas toujours à se poser des questions. Alors, je vais vous prendre 3 exemples pour illustrer ce que je dis. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ma fonction de DRH. J'ai été avant directrice de plusieurs usines, dont une à Moirans, près de Grenoble.
Et l'usine était en face d'un lycée, le lycée Pierre Béguin. Eh bien, la première chose que j'ai faite, c'est de succéder, relayer le siège qui était déjà acquis à mon prédécesseur pour siéger au conseil d'administration du lycée. Et ça m'a permis de découvrir la vie du lycée et d'ouvrir doublement nos portes à tous les stages de classe. Alors, il y avait le 3e, bien sûr, mais on ouvrait facilement des 4e, voire des 5e s'ils étaient intéressés, à faire découvrir le métier de caoutchouc et donc à être très proche du monde de l'éducation. Quelque temps plus tard, quand je vais avoir la présidence du syndicat de caoutchouc, eh bien, j'ai été impliqué dans la mise en œuvre des OPCO et impliqué par l'animation également de l'IFOCA. L'IFOCA est l'Institut de formation de caoutchouc et qui forme aussi bien des niveaux bac pro que pour technicien que ingénieur. Donc là encore, l'entreprise se doit d'être particulièrement à l'écoute de ces organismes de formation pour faire un lien permanent et tisser des liens permanents. Et alors, par rapport à la deuxième partie de votre question, effectivement, oui. Pour avoir des compétences au bon moment et au bon endroit, il faut bâtir des parcours de formation. Et les bâtir seul dans son coin, on peut se planter. Quand on est à plusieurs, c'est mieux. Et en découvrant donc, lors de mon déplacement au campus des métiers de Montbéliard, quand j'ai découvert cet écosystème vraiment très bien pensé, je me suis dit là, indiscutablement, on a l'une des grandes réponses à cette problématique de comment bâtir ces projets et parcours. Et j'ai commencé à entamer cette collaboration qui effectivement, j'ai dû personnellement arrêter dans la mesure où je partais après à la retraite, même si Montbéliard n'était pas le campus adapté direct à l'automobile, mais c'est le principe du campus que j'avais retenu. Et je ne doute pas que mes successeurs auront poursuivi la tâche avec les campus concernés. Merci beaucoup, Dominique. Alors, intérêt pour le campus pour des métiers très spécifiques. Armand, vous l'avez dit, vous avez une question principale de pénurie de main-d'œuvre, aussi de féminisation. Vous manquez, vous avez dit, 1000 contrôleurs techniques qui manquent. Vous avez besoin de candidats. Est-ce que les campus peuvent répondre à cette attente? Comment vous travaillez justement sur cette question de la formation et de se rapprocher de jeunes qui pourraient se former à ces métiers et de jeunes femmes aussi? D'abord, les campus sont des concentrés d'excellence dans les domaines, dans les spécialités, donc ça intéresse mécaniquement les entreprises. DECRA donc, est un groupe européen spécialisé sur la voiture dans toutes les chaînes de l'aval de la distribution automobile. Donc tout ce qui se fait en matière de véhicules autonomes, j'avais été marqué par le laboratoire de recherche de Belfort sur le véhicule autonome, qui est certainement à un niveau d'excellence européenne. On voit que même les thésards sont aspirés par d'autres pays concurrents ou amis, ou plutôt concurrents d'ailleurs, directement. Donc tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y passe est intéressant. C'est de la prospective. C'est demain, une autre intervenante de L'Oréal disait que le monde va très vite. C'est vrai que le monde va extrêmement vite. Les déplacements de technologie sont très intenses. Donc tout ce qui s'y passe nous permet de créer des synergies, même si la période Covid a un peu gelé les choses. Il faut revenir à la table des projets. Et à ce titre, à la fois sur le volet véhicule autonome, nouvelle mobilité, et sur la cybersécurité, qui est un énorme enjeu, DECRA est prêt à s'engager un peu plus fortement et à se rapprocher des universitaires ou des écoles sur ce volet-là. Pour avoir recours vraiment à tout le fonctionnement et tout ce que ça apporte. Oui, parce que toute entreprise a sa limite finalement. On a une limite capacitaire, on a une limite du quotidien, de rentabilité. On ne peut pas créer des programmes de développement par nous-mêmes. Donc il faut qu'on crée des alliances des fois gratuites ou en tout cas intelligentes ou même du troc de compétences entre nous. Et effectivement, le fait d'identifier des zones de spécialité, des campus d'expertise, c'est extrêmement à la fois intelligent et puis utile, mais l'histoire est à écrire encore. Oui, développement work in progress. Laurent Martin Saint-Léon, vous avez parlé de digitalisation, il faut y aller, il faut avancer sur ces sujets-là, de développement durable, vous avez parlé de matériaux biosourcés, donc vous avez besoin de faire connaître votre métier. Vous avez dit aussi qu'on faisait la confusion souvent entre vous et puis des vendeurs bricolage plutôt pour les particuliers. Qu'est-ce que vous apporte le campus justement là-dessus? Est-ce que ça vous permet de monter sur la notoriété, sur l'apprentissage de vos métiers? Qu'est-ce que vous y voyez comme opportunité?
Alors, Allez-y, rapprochez-le, ça va marcher, ça va fonctionner. Ouais. c'est un écosystème. On a des problèmes de notoriété. Donc, si le campus peut nous aider à porter la notoriété de notre profession, ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. On a des problèmes d'attractivité, je l'ai déjà dit. Or, la notion de campus, c'est quelque chose d'attractif. Proposer à des jeunes de suivre des formations dans un écosystème comme celui-ci, ça a quelque chose d'attractif. On a une spécificité, c'est la pluridisciplinarité, je l'ai dit, qui habite notre profession. On ne peut pas se cantonner à une seule fonction, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et ça, je pense que le campus peut apporter une réponse essentielle. Et puis, on a aussi peut-être la possibilité d'associer nos chefs d'entreprise, encore une fois. Madame a cité les conseils de lycée. Nous, on a des chefs d'entreprise qui siègent dans les conseils de perfectionnement ou les conseils de pédagogique. Pour ma part, moi, je milite pour que l'éducation nationale siège au sein des OPCO. Je trouve que c'est un manque de la réforme. C'est que dans les opérateurs de compétences. Opérateurs de compétences, pardon. Dans les conseils d'administration des opérateurs de compétences, aujourd'hui, vous avez un conseiller d'État, vous avez des commissaires du gouvernement, mais vous n'avez pas de représentant du ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est quelque chose qui manque, qui permettrait d'apporter un plus quand on en est à définir les besoins en apprentissage. On ne peut pas le faire tout seul, et en tout cas, au niveau de la branche, on a besoin, nous aussi, d'être aidés et de cette synergie. Donc, pour revenir au campus des métiers, en l'espèce, c'est la totalité de ce que constitue un campus qui, pour nous, est valorisant et qui s'associe bien à l'image de nos entreprises. On a justement une question, on parle de filière économique, en effet. Comment les campus peuvent davantage être les représentants des besoins en emploi d'une filière sur un territoire? C'est-à-dire dire, attention, on a ce type de besoin, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça peut être l'objet, Marc, si vous êtes quand même aux manettes là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils peuvent permettre de communiquer sur les besoins en compétences d'une filière entière? Oui, c'est même un de ses premiers rôles. Ce que j'ai dit, c'est là où c'est le lieu où les gens dialoguent, mais enfin surtout ils échangent des informations, à commencer par les besoins qui peuvent naître, soit de demande ou d'offres d'ailleurs. Hein. Donc c'est vrai au niveau territorial, et puis c'est vrai aussi au niveau national, parce que maintenant qu'on a nos 40, bientôt 80 campus d'excellence, on commence à bâtir des réseaux nationaux de campus qui ont un rôle un peu de think tank, et donc aussi d'échange d'informations, d'échange aussi sur des bonnes pratiques. On a commencé à le mettre en place sur la filière navale et nautique, il est en place aussi sur l'hôtellerie-restauration. On va le faire donc sur l'ensemble des filières des campus, et donc ça va être très intéressant aussi. Alors d'une manière souple, hein, il ne s'agit pas de mettre du vertical et tout, il faut vraiment rester vraiment priorité au territoire, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir des clubs avec des organisations plus ou moins souples au niveau national pour qui permettent d'échanger 1 ou 2 fois par an ou via un site internet précisément sur ces besoins. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous servir justement de marchepied pour faire savoir vos besoins en compétences, les campus, Armand, sur des pénuries de main-d'œuvre? Oui, bien sûr, puisque il y a à la fois les représentants du monde des lycées professionnels, donc de l'enseignement secondaire, mais aussi du supérieur. Donc on peut avoir vraiment toute la chaîne est représentée. Je dirais, toute la chaîne de valeur éducative est représentée. À ce titre, effectivement, c'est très précieux. On parlait hier beaucoup des diplômes, c'est une réponse à ce sujet. Parfois ils sont trop précis, parfois ils sont trop... Limite, le sujet n'est pas là, il y en a 300, ce qui est déjà beaucoup. On a les CPC, aujourd'hui les entreprises parfois parlaient des diplômes, mais il faut savoir que dans les CPC, c'est elles qui ont la main. Hein, c'est elles qui disent c'est adapté, c'est pas adapté, il faut faire plus ça. Nous on suit, hein, c'est vraiment elles qui ont la main. Mais précisément, les campus, ils permettent de sortir de ce débat qui est sans fin, en disant, voilà, sur tel territoire, ce qui nous manque, par exemple, c'est de trouver des peintres pour des avions, pour des bateaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas, il y a plein d'heures d'autonomie, est-ce qu'on peut pas ajouter des cours? Est-ce qu'on peut les changer un petit peu? Est-ce qu'on peut pas mettre une forme de bac +1? Est-ce qu'on peut, avec l'université, j'étais à Versailles cette semaine, on crée un diplôme universitaire en première année, juste en post-bac. Voilà, c'est ça. Il faut arrêter de se prendre la tête en qui fait quoi, ou est-ce qu'on pourrait changer ça ou ça. Non, il faut prendre le campus et puis le faire bouger en fonction des besoins. Hier, on parlait beaucoup de coloration, c'est-à-dire de faire évoluer un tout petit peu des diplômes pour les adapter précisément aux demandes. On pourrait en parler beaucoup. On voit qu'il y a pas mal d'attentes. Je voudrais un petit mot, Marc, sur justement qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on entend dans chacun
de vos témoignages, Dominique, Laurent et Armand, beaucoup d'attentes finalement et beaucoup de potentiel qui est vu dans ces campus. Alors, quel est l'avenir? Ça va se développer, vous avez dit, 40, maintenant on voudrait passer à 80. On est en phase de développement, on est en phase d'évolution encore dans ce sens? Oui, donc l'idée est de passer à 80 campus d'excellence grâce au PIA 4. Caisse des dépôts est présente, Olivier Van der Poel, le GPI est là aussi. Il y a vraiment le Premier ministre investit beaucoup sur les campus. Les projets ils sont prêts, il y a des jurys et tout. C'est vraiment des grands messes, mais ça fait bouger les choses. Ça force chacun à donner le meilleur de lui-même. Ça va être présenté tout à l'heure. Il y a quand même peut-être deux sujets pour l'avenir, parce que encore une fois, c'est récent. Le premier qui est important, parce que beaucoup de gens dans la salle en viennent, c'est comment réellement ça fait bouger le lycée professionnel. Hier, on a parlé aussi du niveau, des diplômes, le niveau en soi du jeune. Faut jamais oublier aussi que dans nos lycées professionnels, on accueille aussi beaucoup de jeunes en difficulté. On voit parfois les échecs, mais il y a un nombre de réussites qui est bien supérieur au nombre d'échecs. Mais voilà, il ne faut pas que le campus soit juste un lieu de dialogue. Il faut qu'il réussisse aussi à pénétrer la pédagogie des lycées professionnels, à rassurer les enseignants, à leur permettre de s'impliquer. On parlait du chef-d'œuvre tout à l'heure. Voilà, l'entreprise, évidemment, elle a son rôle à jouer pour améliorer le chef-d'œuvre sur les co-interventions aussi. Donc, c'est clair, pour être très franc avec vous, aujourd'hui, il y a des campus, je parlais de Versailles, par exemple, où j'étais, qui vraiment est parti de cette question pédagogique. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, voilà, localement, sans forcément obliger les autres à faire pareil, on change la pédagogie. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un vrai progrès à faire. Le deuxième progrès, pour faire vite, c'est tout le secteur tertiaire. Parce que c'est vrai que nos campus, il y avait un besoin de main-d'œuvre. Donc il y a de la philanthropie, mais il n'y a pas que de la philanthropie dans cette histoire. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. C'est aussi pour ça qu'elles ont beaucoup investi sur les campus, et notamment sur l'industrie. Mais nous, on aimerait 50% de notre population, sur les 700 000 que je citais, c'est du tertiaire, c'est du commerce-vente, c'est de la gestion-administration. Il faut qu'on arrive à faire des campus pour eux. Moi, j'ai lancé un appel aux régions, aux recteurs, pour avoir des prototypes de campus tertiaires, type un campus AXA ou un campus BNP Paribas, etc. Voilà. Ça, c'est encore une de nos difficultés, alors qu'on a 350 000 jeunes derrière. Il y a plein de défis, mais c'est les deux gros défis qu'on porte avec la DGESCO, avec Mathieu Mercica, Rachel Marie, Catherine qui sont là aussi, beaucoup d'inspecteurs généraux. Il y a vraiment une grosse équipe. Là, on va voir toutes les équipes locales, mais il y a une grosse équipe nationale derrière. Mais c'est vrai que le ministre, il est tous les jours derrière nous aussi. Mais c'est pour ça qu'on est passé sur ce qui est d'habitude du temps long, on a réussi à faire du temps court. Donc démarche de progression, mais déjà un beau potentiel. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on va passer concrètement à la présentation justement un peu des campus dont vous avez cité certains noms. Je vous remercie beaucoup, Dominique, Laurent, Armand, Marc, pour tous ces éclairages sur la façon de voir l'opinion des acteurs économiques justement sur ces dispositifs. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle et donc on va avoir une séquence très concrète sur les campus. Je vais tous vous appeler les campus. Alors pour le campus Génie civil et infrastructures intelligentes à Égletons en Nouvelle-Aquitaine, Rémi Acampon, directeur opérationnel du campus, et Sébastien Maga, intrapreneur Eurovia, vous installez à chaque table ronde. Pour le campus Industrie du Futur Sud à Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Laurent Renaud, directeur opérationnel, et Xavier Fouget, directeur des programmes de formation d'Asso Systèmes. Pour le campus du numérique, pour la formation professionnelle à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, Régis Bichard, directeur opérationnel, Anne Jancovici, directrice de l'unité de professionnalisation pour la performance industrielle, l'UFPI à EDF. Pour le campus autonomie et inclusion dans le Grand Est, Céline Minette, directrice opérationnelle, et Renaud Michel, directeur général de l'Office d'hygiène sociale de Lorraine. Il nous en manque un pour le campus des métiers Versailles, des métiers d'art, à Versailles, Armelle Weissmann, qui est directrice opérationnelle, qui arrive. Elle a le plus grand chemin à faire. Voilà. Alors, on va se donner un petit challenge supplémentaire, puisque je vous avais annoncé 6 minutes. Vous le voyez, on passe à 5 minutes. Voilà. Donc,
même principe hein, que tout à l'heure. On va passer chacun d'entre vous. On commence par vous, le campus génie civil et infrastructures intelligentes, avec Rémi Acampon et Sébastien Maga. Je vous laisse. Bon, vous pouvez rester. Excusez-moi, je vais vous passer les micros parce que 5 minutes sans micro, ça ne sera pas possible. Et je vous laisse respecter donc à deux ce nouveau timing sur ce campus. Très bien, merci Émilie de nous recevoir. Merci pour ces premières journées université, école entreprise. Donc le campus des métiers et qualifications, génie civil et infrastructures intelligentes est composé de 15 entités, 12 établissements membres, 2 plateformes de transfert technologique et un laboratoire de recherche, ainsi que 21 partenaires économiques, fédérations entreprises, clusters. Donc des formations en fait, du CAP jusqu'au doctorat, avec des parcours excellence du niveau 3 jusqu'au niveau 6, ce qui n'est pas rare en fait, hein, puisqu'on a souvent des jeunes qui rentrent en CAP ou bac pro et qui peuvent sortir en licence pro. Donc il faut le noter, ça c'est assez intéressant. Alors ça représente en fait 2500 apprenants, lycéens, étudiants qui passent chaque année donc, dans les écoles d'Aigleton. Donc je le dis, en fait, le CMQ, Campus des métiers et qualifications, génie civil et infrastructure intelligente, est basé sur Aigleton. Des écoles pour la plus ancienne qui a à peu près 90 ans et la plus jeune 50 ans. Alors faisons un petit état des lieux, puisque pour répondre à la question, comment trouver des solutions pour recruter des jeunes. Donc le secteur des travaux publics composé de multiples spécialités, multiples métiers, un secteur d'excellence doit résoudre une équation complexe. C'est le recrutement de nouvelles compétences. Donc en effet, si on peut donner un petit chiffre issu d'une étude réalisée par la FNTP et le ministère du Travail. Entre 2018 et 2025, nous devons recruter, le secteur doit recruter 30 000 jeunes par an sur les 6 ou 7 ans. Alors en fait, il y a des effets grands projets, les JO 2024, le Grand Paris, ainsi que la pyramide des âges. Donc on doit trouver des solutions. Parmi les leviers actionnés, nous avons essentiellement, et on en parle depuis hier, la valorisation de la filière. Alors comment on fait? Alors je vais faire très vite, parce que je vois que le temps défile très vite. Temps pour votre... Voilà, trois axes majeurs développés par la région Nouvelle-Aquitaine. Les ambassadeurs métiers. Pour présenter en fait un professionnel et puis son parcours d'excellence. Le live des métiers, c'est une vidéo qui commence par un micro-trottoir et en fait pour recueillir l'opinion publique et ensuite présenter les métiers. Les Olympiades des métiers, les Jeux Olympiques en fait. Des métiers et sur lesquels on peut communiquer pour recruter, créer des vocations. Ensuite, notre passage dans les collèges, etc. etc. Et puis l'actualité, la valorisation de la filière, c'est aussi passer par les évolutions des métiers et donc la création de nouveaux outils pédagogiques. Nous sommes à l'aube d'un plan. Nous sommes en train de porter un plan nommé Transition numérique et digitalisation dans les travaux publics. Et on va faire parler un petit peu... Et voilà, je vais passer le partenaire micro à Sébastien. Voilà, Sébastien Maga de Eurovia. Bonjour, moi mon nom c'est Sébastien Maga, je travaille pour Eurovia et en fait je suis intrapreneur chez Eurovia. Ça veut dire que j'ai monté ma propre ligne de business au sein du groupe Eurovia. Nous ce qu'on fait finalement c'est qu'on adapte des outils à l'évolution du métier de chef de chantier. Alors c'est un métier qui est en complète évolution, qui est en train de se digitaliser. Et pour ça, il y a besoin de créer de nouveaux outils qui utilisent des nouvelles technologies qui sont adaptées en fait à cette évolution du métier. Rémi Acampon, qui est lui en connexion avec son écosystème, nous a identifié comme un outil qui pouvait être intégré aussi à son processus pédagogique. Donc on s'est rencontrés et l'idée finalement était de voir comment ensemble, en partenaire, on pouvait co-construire un programme qui finalement, nous en tant qu'entreprise, allait nous bénéficier puisque les gens qui sont formés grâce à ce programme vont venir travailler dans nos entreprises et seront amenés à utiliser ces outils dans le futur. Donc l'idée vraiment, c'est de partir de la base, de faire en sorte que ces chefs de chantier, quand ils arrivent chez nous, ils sont déjà acculturés à tout ce qui est BIM, à tout ce qui est outils digital, réalité augmentée, etc. Et qu'ils soient capables finalement de les utiliser dès leur arrivée dans notre entreprise. Voilà. C'est l'avenir, le BIM, la réalité virtuelle. C'est aujourd'hui l'avenir, oui. Et vous avez 30 secondes d'avance sur l'avenir. Hein. Donc c'est pas mal. Il faut toujours être en avance.
Merci beaucoup pour cette présentation de votre campus. On passe au campus suivant, donc l'industrie du futur. On passe dans le sud. On commence par qui? Laurent ou Xavier? Laurent, donc vous partagez les 5 minutes. Hein. Ça, je vous laisse vous débrouiller. Oui, on se débrouille, merci beaucoup. Le campus Industrie du Futur fait partie des campus les plus anciens, on date de 2013. On a bénéficié déjà d'un PIA 2, hein, c'est ça qui nous a aidé à nous structurer très concrètement. On a besoin de financement pour fonctionner et on s'est structuré autour d'un projet de territoire, c'est important. Hein. Le projet de campus est né d'un projet porté par les industriels, les acteurs territoriaux, l'État notamment et la région. Structurant, on a gardé ce triptyque région, État et industrie pour piloter le campus autour d'une association. Donc la présidente est du monde de l'industrie et d'Industrie Méditerranée, partagée donc avec la région et le recteur, avec l'optique donc de répondre à la problématique d'intégration des briques technologiques de l'industrie du futur, également répondre aux problématiques de métiers en tension actuelles et de drainer tout l'écosystème des industriels. On travaille beaucoup sur l'interfilière, on était très aéronautique au départ et on s'est orienté vers le multifilière parce que c'est une nécessité de territoire et finalement on parlait de compétences transversales. Les problématiques de nouveaux procédés de fabrication sont transverses. Donc on a cette multifilière et on a la capacité de répondre spécifiquement à des filières comme l'aéronautique sur des projets Rotor Skills, le nucléaire, on a répondu sur d'autres appels à projets, hein, la BPI dans le cadre du plan de relance, les compétences du nucléaire est un sujet, on a répondu, on est en attente de réponse. Voilà. Et la microélectronique, c'était le PIA dédié au campus des métiers auquel on a répondu. Et probablement PIA 4, on continuera à répondre. On parle aussi beaucoup d'international, donc on est accrédité Erasmus, la mobilité fait partie complètement de notre ADN, on a souhaité développer cette mobilité. Campus franco-allemand, on reçoit nos amis allemands très prochainement dans la semaine, pour justement comparer les modèles. Et l'idée, on est toujours sur les compétences, on parlait de compétences reconnaissance au sein du territoire national, mais finalement, nos amis allemands, si on envoie des jeunes en formation en Allemagne, comment on reconnaît les compétences acquises? Un sujet qu'on construit avec Airbus Hélicoptère, puisque derrière, on est sur une entreprise européenne et essentiellement franco-allemande. Dans le cheminement, c'est toujours l'analyse des besoins. Les EDEC, par exemple, on participe aux EDEC, on parlait des OPCO, etc. L'éducation nationale n'est pas présente dans les EDEC. Grâce au campus, on est présent et on fait valoir nos diplômes et nos référentiels parmi les branches, donc c'est important. La valorisation des métiers, la féminisation, on décline des fois des dispositifs préexistants comme Féminisons les métiers de l'aéronautique sur d'autres filières, énergie mixte. On s'inspire des modèles d'éducation nationale, vacances apprenantes pour faire du croisement de mobilité pour les jeunes, donc en Normandie, et connaître le mix énergétique. Et puis après, on travaille sur les référentiels. Donc les référentiels, et c'est un partenariat donc, sur le numérique et la digitalisation avec Dassault Systèmes. On a créé une formation complémentaire post-BTS autour des BTS de l'industrie sur l'ingénierie numérique. Très clairement, le but, c'est aussi de reconnaître cette formation complémentaire avec France Compétences, donc créer un titre. Donc là, c'est un enjeu un peu particulier à notre ministère. Et la digitalisation, j'ai amené une petite pièce, un exemple de projet avec Dassault Systèmes. On est centre de certification. C'est important aussi de donner des certifications logicielles pour nos industriels parce que la solution que porte Dassaut Systèmes est utilisée chez EDF et chez Airbus. Et tout l'écosystème de sous-traitants doivent finalement rentrer dans ce système-là. Donc, dans l'initial, on n'a pas nécessité d'avoir un logiciel, mais l'idée de la professionnalisation, voilà l'exemple même de process. Et on va écouter du coup Dassault Systèmes. Oui, on vous écoute, Xavier Fouget, sur le sujet. Pour Dassault Systèmes, le problème que pose l'industrie du futur, c'est qu'elle n'est pas dans le futur, elle est demain matin. Et du coup, sa mise en place, en particulier autour de ce noyau que tout le monde lui reconnaît, qui est le numérique, comme un changement non seulement des produits, de la nature des produits qu'on va faire, mais aussi essentiellement des méthodes de travail. Si on reconnaît cet aspect-là, la grande difficulté de l'adoption des nouvelles méthodes de l'industrie du futur, et dans tous les domaines industriels, dans tous les domaines économiques, ce problème, c'est les compétences. C'est les méthodologies, c'est les attitudes. Parce que si on est tous collaboratifs, tous connectés en temps réel, on va tous avoir à prendre des décisions quotidiennement sur le projet en cours. Donc des gens qu'on avait éduqués à ne pas prendre de décisions, il faut maintenant les éduquer à prendre des décisions. Parce qu'ils auront l'information pour ça. C'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans les industries manufacturières, c'est vrai dans les services. C'est vrai partout, l'instantanéité de l'accès à l'information va permettre de nouvelles méthodologies
pas simplement de nouvelles techniques, mais de nouvelles manières d'être au quotidien qui nécessitent de nouvelles compétences, de nouvelles formations. Et c'est pour ça que très tôt, nous nous sommes associés à ce campus, comme nous le faisons avec d'autres, dont certains représentés ici. Ouh, c'était parfait. Vous êtes pile poil au rendez-vous pour l'avenir. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire sur tout ce panorama qu'offre le campus et ce travail qui est encore en cours pour préparer l'avenir. On passe au campus du numérique pour la formation professionnelle, ici, à Poitiers, avec Régis Bichard, directeur opérationnel, et Anne Jancovici d'EDF. Je vous laisse démarrer probablement, Régis, sur le sujet et à vous partager les 5 minutes. Oui, merci Émilie. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur en me présentant en tant que directeur opérationnel. Ce n'est pas tout à fait le cas. Je suis inspecteur de l'éducation nationale au rectorat de Poitiers. Vous avez fait une promotion campus. En sciences techniques industrielles et plus précisément donc, chef de projet jumeaux numériques dans le cadre en fait, d'un projet de préfiguration du campus. C'est pourquoi nous n'avons pas encore de directeur opérationnel. Voilà. Alors, il s'agit bien d'un campus du numérique pour la formation professionnelle dont l'enjeu principal est, comme le disait Marc Foucault tout à l'heure, de changer la pédagogie et de venir en fait enrichir la pédagogie en lycée professionnel, d'accompagner la digitalisation des métiers dans les entreprises et puis de travailler aussi sur le défi d'attractivité des jeunes vers nos métiers, les métiers industriels, les métiers tertiaires, tous les métiers auxquels on forme dans la voie professionnelle. Ce projet de campus sur lequel on travaille depuis déjà de nombreux mois s'articule principalement sur 3 axes. Le premier axe, c'est effectivement de produire des nouveaux outils de formation numérique pour nos lycées professionnels, mais aussi la formation continue professionnelle en entreprise, donc des outils de réalité virtuelle, des outils de réalité augmentée, des outils de simulation numérique. Le deuxième axe a pour objectif de fédérer, de structurer et de soutenir la filière des EdTech, c'est-à-dire les entreprises qui produisent ces outils pédagogiques numériques. Et notamment, on travaille avec le SPN qui porte les professionnels de la filière sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis le troisième axe, eh bien, c'est celui de la formation. Je crois que c'est celui qui nous réunit tous ici depuis 2 jours. La formation aussi bien pour justement fournir les futurs salariés de ces entreprises EdTech qui conçoivent ces produits, mais aussi la formation des formateurs, la formation de nos professeurs, la formation des formateurs de formation continue. Et c'est dans le cadre de ce troisième axe que j'ai le plaisir d'être accompagné d'EDF et d'Anne Jancovici. Anne, pouvez-vous nous dire justement rapidement ce qu'est l'UFPI et en quoi les questions d'usage des jumeaux numériques dans l'industrie et la mise en œuvre de ces outils finalement nous rapprochent dans le cadre de ce projet de campus? Merci beaucoup Régis, bonjour à toutes et à tous. Alors l'UFPI, un trigramme encore un, c'est l'unité de professionnalisation pour la performance industrielle du groupe EDF. C'est une unité qui rassemble 950 collaborateurs, essentiellement des formateurs, qui sont dispersés sur 25 campus de formation, 25 campus qui sont adossés à nos sites de production d'électricité, nucléaire le plus souvent, mais aussi hydraulique. Et donc ces 25 campus sont sur tout le territoire français. L'UFPI, c'est aussi une offre de formation. C'est un catalogue de 1500 actions de formation dans tous les domaines techniques. Alors, quand je dis tous les domaines techniques, c'est la robinetterie, la chaudronnerie, les machines tournantes, les automatismes, les diesels. Et c'est parce que le groupe EDF considère que la formation est capitale pour, d'une part, maintenir un savoir-faire exemplaire, d'autre part, pour exploiter nos installations, qui ne sont pas des installations ordinaires en toute sûreté, et puis à un haut niveau de performance, que nous investissons déjà depuis de très nombreuses années dans la formation de nos collaborateurs, qu'ils soient salariés ou prestataires. Et donc, la raison d'être de l'UFPI, c'est de pouvoir concevoir, développer et dispenser ces formations. Et pour ce faire, on a des outils absolument exceptionnels. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. Je pense notamment à des morceaux d'usine qui permettent de reproduire les conditions d'exercice du métier en situation de formation. Donc, on reproduit l'univers industriel pendant la formation, mais aussi, et c'est pour ça qu'on travaille avec Régis sur le sujet, le développement de solutions digitales, alors de plus en plus fréquentes, au travers notamment de salles de réalité virtuelle que l'on a mises en place sur tous nos campus de formation et qui nous permettent aujourd'hui d'être EDF, la première entreprise en France à avoir un dispositif de formation au geste métier, c'est-à-dire le savoir agir d'une telle envergure. Et c'est ce qui nous rapproche dans le cadre de ce campus, dans ce cadre de ce campus des métiers et des qualifications. Pardon.
Donc, Régis, j'enchaîne puisqu'on avait prévu donc, de partager les questions. Plus précisément, quelles sont les actions de partenariat opérationnel qui nous lient autour de ce campus ? Alors merci Anne. Oui, effectivement, on a engagé 3 actions de mutualisation finalement de nos outils de formation. Alors vous avez découvert dans la partie salon un premier outil de formation qu'on a développé dans le cadre de ce campus sur les métiers de l'eau et de la chimie. Et avec notre partenaire EDF, on engage une mutualisation des outils numériques sur la formation incendie dans les métiers de la sécurité pour nos élèves de bac professionnel et de BTS. Et également sur les métiers de l'électrotechnique et des risques électriques sur des cellules de distribution électrique virtuelle. Et le troisième, c'est autour d'un jumeau numérique de l'alternateur qui est utilisé dans la centrale de Civaux, juste à côté, là, ici, sur un centre de production nucléaire. J'ai 4 secondes pour dire simplement que le maillage avec le territoire est essentiel pour le groupe EDF et que c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le rectorat et l'Académie de Poitiers qui font référence dans le domaine que l'on évoque. Moi, je garde cette idée de morceau d'usine qui permet de s'entraîner en conditions quasi réelles. Merci beaucoup pour ces explications, Anne et Régis. Je me tourne maintenant vers le campus autonomie et inclusion. On passe dans le Grand Est avec Céline Ménette, vous êtes bien directrice opérationnelle, et Renaud Michel, directeur général de l'Office d'hygiène sociale de Lorraine. Présentez-nous votre campus. Merci, donc contente et ravie d'être présente aujourd'hui pour vous parler du secteur sanitaire et social, secteur qui effectivement était déjà en tension avant la crise sanitaire, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. Le campus des métiers et des qualifications autonomie et inclusion est un campus récent puisqu'il a été labellisé catégorie excellence en février 2021, mais le projet a démarré en 2018, en tout cas a été travaillé par les 3 membres fondateurs qui sont le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz et 2 associations, 2 acteurs importants du territoire. On parlait du territoire tout à l'heure. 2 acteurs du médico-social qui ont des établissements et des services à destination des personnes en situation de vulnérabilité qui représentent sur le territoire 3500 salariés. Donc on parlait tout à l'heure effectivement de la notion de territoire et là je crois que c'est vraiment important. L'objectif effectivement du campus est bien de fédérer un certain nombre d'acteurs du territoire, à la fois des organismes de formation. On parlait tout à l'heure, Monsieur Foucault parlait d'écosystème. On a un écosystème, on a des partenaires, des instituts de formation privés, publics, des écoles de formation d'aides-soignantes, de formation d'infirmières, des écoles d'ergothérapie, des écoles de kiné, la faculté de médecine. On a également des partenaires institutionnels, puisqu'une des spécificités de notre secteur, c'est que nous sommes en fait avec des compétences partagées. La région, certes, a la compétence de l'orientation, mais elle a la compétence de la formation sanitaire et sociale. Elle finance et elle donne les agréments pour les instituts de formation. Donc ça, c'est important. Et puis, nous avons bien évidemment les employeurs, les fédérations d'employeurs. L'objectif de ce campus, c'est l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Déjà que tous les acteurs échangent, se parlent, se connaissent, c'est déjà très important. De renforcer l'attractivité des métiers, et je laisserai Monsieur Michel en parler, de créer plus de liens entre les filières, des formations, enfin en tout cas des certifications. Madame Boissard de Corian l'a indiqué hier, des formations multiples données par des certificateurs différents. Il faut faire du lien, créer des passerelles entre tout ça, adapter les formations aux évolutions technologiques. On est sur un projet de formation pour la e-santé. Et puis, le campus doit être un réservoir d'innovation pédagogique, d'innovation technologique sur le secteur. Et c'est vraiment tout l'enjeu du campus. Et donc, je laisse Monsieur Michel pour nous parler effectivement de toutes ces difficultés d'attractivité des métiers côté employeur. On l'écoute. Oh là là. Bonjour à tous. Moi, je suis le représentant de ces structures à qui vous confiez votre maman, votre papa, votre enfant, ce qui vous est le plus cher au monde. Vous me laissez rentrer chez vous, vous nous les confiez chez nous. C'est aujourd'hui un métier qui n'a pas le droit de ne pas être de qualité. J'ai bien aimé l'intervention de la directrice de l'ONICEP tout à l'heure qui disait le métier que je faisais avant, moi, j'employais. Vous formiez, vous, Éducation nationale. Là, on s'est retrouvés. Le campus de métier permet de se retrouver.
Il faut que j'accélère, je n'aurai pas le temps de poser, y compris les questions négatives à la fin. C'est important d'y être. On a fait le pari de la contrainte, de passer à l'intelligence collective. J'ai fait le pari de perdre du temps au départ, de vous rencontrer, de rencontrer l'éducation nationale, de rencontrer toutes les fédérations. On a réussi à fédérer toutes les fédérations, ouais, ça ne va pas bien les termes, vous avez compris, toutes les fédérations du secteur, qu'ils soient publics, associatifs ou privés lucratifs. Du domicile aux établissements. C'est ce qu'on a réussi à faire. On coche la case tertiaire. Oui, ce n'est pas une société. On a fait le pari de mettre tout le monde autour de la table. Pas une société, pas une assoce, pas un service public, pas une entreprise. On a mis tout le monde. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a quelques soucis administratifs. On me dit qu'il faut que ce soit une entreprise privée. Non, non. Quand c'est tout le monde, c'est mieux. Je n'ai pas le droit de ne pas être en qualité. Hier, je compensais la qualité en tant qu'employeur. J'ai 2000 salariés tous les jours chez vous. Je n'ai pas le droit de ne pas faire cette qualité. On peut le faire ensemble. On a un terme, c'est unir sans absorber. On peut unir nos compétences sans absorber la compétence de l'autre. On peut être ensemble, on doit être ensemble. Et je suis ravi d'avoir un point qui est de dire, on est même déjà allé un tout petit peu plus loin. Quand avec le recteur, on échange et puis il me dit, j'ai 2600 AVS dans la région Grand Est. Et si moi, j'apportais ma compétence pour les former ou leur permettre une carrière demain, on est déjà en train de réfléchir demain à ce qui est intéressant. Et c'est ça la valeur ajoutée des campus. Bravo. Très bien. Merci beaucoup sur ce travail collaboratif. On arrive au campus des métiers d'art, donc à Versailles, avec Armelle Wesman. Vous êtes directrice opérationnelle. Je vous laisse 5 minutes. Vous avez le luxe de 5 minutes seule. Je triche, je reconnais. J'ai pris la parole toute seule. Alors, donc moi, je ne m'occupe pas de vos parents, mais je m'occupe de ce que vous avez autour de vous, de notre patrimoine, puisque le campus Versailles, c'est un campus patrimoine et métiers d'art. Quelques petites ordres d'idées. En France, le patrimoine immobilier bâti, c'est 30% du patrimoine total. Pour réparer, rénover, réhabiliter, on a besoin de métiers d'art, mais on a besoin de métiers aussi horticoles, de la nature. On a besoin de compétences très variées entre la maçonnerie, la couverture, les métiers du bois divers et variés. Et juste un petit élément, hier, la Fondation du patrimoine qui fêtait ses 25 ans disait que pour 1 euro mis dans le patrimoine, eh bien, ça en crée immédiatement 21 euros dans les retombées économiques immédiates, parlant entre autres du tourisme, et beaucoup plus encore durablement. Donc pour ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'un campus de l'artisanat fait à côté des gros industriels, eh bien j'ai envie de dire que au fond on est le socle qui permet à tout le reste d'exister. Excusez-moi pour ce petit moment un peu mégalo. Ce campus, on a 5 filières, le patrimoine bâti, les métiers d'art et de design, l'horticulture, les paysages, la gastronomie et le tourisme. Ces 5 filières, c'est très important pour nous de les avoir parce que c'est des filières qui discutent, qui dialoguent entre elles, avec une croyance profonde dans le fait que l'innovation vient parfois d'un transfert vers un autre. Et donc, il est très important de pouvoir avoir une vision très large et très vivante. Alors, les enjeux, ce sont lesquels ? D'abord, évidemment, l'attractivité de ces métiers pour les jeunes. Ce sont étonnamment des métiers de passion, des métiers d'engagement. Les professionnels nous le disent. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, donc vous êtes obligés de me croire. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre. Ils sont tous sur les chantiers. Et pourtant, ce sont des métiers qui sont, pour la plupart, inconnus des jeunes parce qu'ils ne les voient pas au quotidien autour d'eux. Donc, on a un grand enjeu important de les rendre visibles. Deuxièmement, c'est de créer des parcours de formation ouverts, inédits, parce que les trajectoires professionnelles de ces métiers sont inédite et très particulière à chacun. Donc Marc Foucault en parlait tout à l'heure, on crée par exemple, je ne peux pas tout citer, mais on crée par exemple 2 diplômes universitaires complètement nouveaux, ouverts pour les jeunes de 18 à 28 ans, un qui s'appelle de la terre à la table, l'autre qui s'appelle de la forêt au salon. Pour venir, au fond, les anglo-saxons font 1 année de césure post-bac, mais on dit pour 1 année de diplôme universitaire, on va découvrir tous les métiers de la filière bois, de la gestion forestière, jusqu'à la charpente, l'ébénisterie, la marqueterie, la sculpture sur bois, jusqu'à l'architecture d'intérieur, le design, pour avoir une culture générale d'ensemble qui permettront à des jeunes qui soit sont intéressés par l'artisanat mais ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, d'y trouver leur compte. Pour ceux qui ont déjà un CAP menuiserie, de capitaliser sur ce qu'ils ont pu avoir pour réouvrir les possibles le cas échéant. Et puis, pour ceux qui ne savent pas du tout quoi faire, eh bien, seront suivis. Alors, ils ne seront pas suivis uniquement sur des compétences professionnelles, ils seront suivis parce qu'au campus de Versailles, on a un coach dédié, je dois dire une coach dédiée, une professionnelle du coaching scolaire, mais qui est aussi une
professionnelle, puisque c'est une ancienne internationale de rugby. Et donc, on a une dimension du sport qui est aussi très importante et on a une approche très holistique. Donc, voilà, le débat, l'attractivité pour les jeunes, des formations nouvelles, et puis avoir un pied dans l'innovation. Le patrimoine et les métiers d'art, c'est pas des choses d'hier, c'est des choses de demain. Quand on voit les enjeux sur la rénovation thermique des bâtiments, quand on voit les enjeux sur l'économie circulaire, eh bien, ce sont ces métiers-là qui concrètement vivent au quotidien la transition écologique. Ce sont ces métiers-là qui aussi proposent des horizons désirables du travail, et donc c'est notre rôle de les véhiculer et donc de travailler en permanence, en quotidien avec les entreprises. Deuxième point, parce que là je vous parlais de la formation initiale, aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir, et je crois que ça dépasse la mode ou la vogue, voilà, on a beaucoup de cadres de la défense et d'ailleurs, qui, sur le coup de la quarantaine ou de la cinquantaine, décident de se reconvertir pour devenir qui charpentier, qui maraîcher, qui pâtissier. Eh bien, on a un enjeu aussi de s'adresser à ces publics-là, de faire en sorte que ces reconversions soient réussies, de faire en sorte qu'ils puissent s'installer et de générer aussi de l'intergénérationnalité dans notre campus. Alors, on est aussi, et je vais le dire, il me reste 47 secondes, on est au-delà de ce projet, on est un lieu extraordinaire puisque notre bateau amiral, si je puis dire, est situé dans les écuries du château de Versailles. Le château de Versailles, c'est en moyenne dans l'année 150 chantiers, à la fois dans ses jardins, à la fois dans la rénovation des travaux, qui sont ouverts à nos jeunes, qui sont ouverts pour des projets d'immersion, qui sont ouverts à des projets de rencontre avec les professionnels. Évidemment, on ne travaille pas que avec le château, mais c'est quand même assez fabuleux. On est aujourd'hui sur 1000 m² qui ouvre exactement mardi prochain et 6000 m² à horizon 4-5 ans. Et puis, dernier point, c'est on l'a dit, un écosystème, un réseau incroyable, puisqu'on compte plus de 80 lycées avec nous, une quinzaine d'établissements du supérieur et déjà une vingtaine d'entreprises. Beaucoup des PME, très contents de pouvoir se rallier au sein du campus. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous tous pour le challenge d'avoir présenter les différents campus, et ça nous éclaire beaucoup en fait sur ce que vous faites avec tous les exemples que vous avez donnés. C'est beaucoup plus concret. Je vous propose de rester là parce que je devais vous poser une question, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la première table ronde, avant la présentation des campus, on s'est posé la question des campus, et là je vous la repose a posteriori. Pensez-vous que les campus des métiers et des qualifications sont une réponse adapté à vos problématiques emploi-formation de votre filière? J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été convaincus, puisqu'on voit, voilà, alors c'est passé à 100%, mais on est quand même à 76%. On voit que d'en parler, de dire concrètement ce que c'est, d'avoir expliqué aussi que les besoins des entreprises parfois trouvaient leurs réponses dans ces campus et de plus en plus. Bravo à tous en tout cas pour ces témoignages. Je vous propose de rester avec nous encore, puisque nous allons accueillir quelqu'un pour clôturer cette université, école entreprise, et je vais l'appeler tout de suite. Il était enseignant, chef d'établissement, chef de bureau du lycée professionnel à la direction générale de l'enseignement scolaire, chargé de mission au service du Premier ministre, inspecteur académique, directeur académique des services de l'éducation nationale. Il est aujourd'hui directeur adjoint auprès du secrétaire général pour l'investissement. J'accueille Olivier Vandard. Bienvenue. Et je vous laisse pour le moment de clôture. A priori, j'ai 5 minutes, c'est ça? C'est le timing? Allez-y. Très bien. En général, ça s'affiche, le chrono. Parfait. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à excuser l'absence de Guillaume Boudy, le secrétaire général pour l'investissement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le secrétaire général pour l'investissement. C'est une structure qui est rattachée au service du Premier ministre, qui est une structure qui finance l'innovation depuis 2008. Elle finance l'innovation en appuyant les politiques ministérielles avec une volonté de travailler sur des champs larges de la société, la recherche, l'enseignement supérieur, l'industrie, la transition écologique, mais aussi l'éducation. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé 2 belles journées. Alors j'ai dû manquer malheureusement quelques temps, mais je trouve que c'est un très bel événement qui renforce finalement nos convictions. Et au secrétaire général pour l'investissement, et Guillaume Boudy le porte très régulièrement, on a, on va dire, une idée qui revient, c'est qu'il faut investir sur le capital humain. Je crois que c'était dit, répété pendant ces 2 jours. C'est utile, c'est indispensable. Le ministre de l'Éducation nationale le dit régulièrement.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance l'a écrit dans les Échos. Cette idée que pour pouvoir permettre aux jeunes générations de supporter l'accélération, la transformation des organisations de l'économie, eh bien, il faut pouvoir mobiliser un haut niveau d'investissement sur les compétences. Et ces 2 jours ont marqué finalement comment aujourd'hui l'école, avec un grand E, mais c'est aussi le cas des universités, et comment les entreprises peuvent se retrouver sur cet enjeu qui est un enjeu fantastique, qui a été décrit avec des problématiques d'attractivité des métiers, d'adaptation des métiers, de coloration des diplômes. Et tout ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pour nous, nécessite de pouvoir avoir investi et de devoir investir. Alors, avoir investi, je ne vais pas vous faire la liste de tous les dispositifs qui ont été mobilisés dans le cadre du PIA. Il y en a un qui était marquant, ça a été répété beaucoup ce matin, c'est les campus des métiers de qualification. C'était un pari parce qu'on demandait finalement à l'éducation nationale de rentrer dans des procédures de sélection en déposant des dossiers qui étaient examinés par un jury indépendant. Et cette démarche de sélection, elle reposait sur quelque chose qui est un peu fou quand on pense à ce que disait Jean-Marc Huillard hier sur comment l'éducation nationale était il y a 20-30 ans, dans le rapport à l'entreprise, c'était de trouver des partenaires privés qui étaient dans la gouvernance et à qui on allait demander de financer une partie du projet. Et je peux vous dire, pour que des établissements scolaires, pour que des lycées puissent réussir à convaincre les chefs d'entreprise que leur projet commun, bientôt, nécessitait un cofinancement, ce n'était pas gagné. Et c'était un pari gagné. Comme l'a dit Marc Foucault, qui est un des acteurs fondamentaux de cette mise en perspective de ces campus, le PIA a financé 32 CMQ. 32 CMQ pour 80 millions d'euros. Parce que dans les CMQ, on trouve tout ce qu'on s'est dit pendant 2 jours. Les questions d'attractivité, les questions de parcours d'élèves, -3+3, les questions d'accompagnement d'élèves, entreprises et côté école. Donc, j'en profite d'ailleurs aujourd'hui pour remercier tous les acteurs, les enseignants qui sont mobilisés, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les recteurs, les présidents d'université, les directeurs opérationnels. Je profite pour remercier ADGESCO, Catherine Vieillard, Mathieu Mercica. Je profite pour remercier la Caisse des dépôts et consignations, Gao Jing, ici présent. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a beaucoup d'ambition. Je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a les arbitrages au plus haut niveau, qui vont sans doute d'ailleurs donner des annonces. Mais sachez que la question de la compétence, la question des modèles comme les CMQ, sont des choses qui vont pouvoir donner lieu à des financements conséquents dans les années à venir. Alors, ça veut dire que ceux qui n'ont pas été reçus, et il y en a autour de la table, j'en vois, qui ont pourtant eu des dossiers de qualité, mais un dossier sélectif, c'est qu'on prend les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Il faut peut-être du temps. Il y a des dossiers qui nous sont revenus 3 ou 4 fois avant de être labellisés. Je pense qu'il faut dire 2 choses. Revenez nous voir rapidement et je pense que vous aurez toutes les chances de pouvoir être soutenus par l'État. Dernière chose, il y a une autre dimension que j'ai entendue pendant ces 2 jours où j'ai vraiment passé un bon moment, et merci à l'organisation et merci aux intervenants de qualité. Il y a une chose que j'ai entendue, j'ai l'impression que le campus incarne une nouvelle forme scolaire. Et cette question de la nouvelle forme scolaire, c'est finalement comment l'école change dans son rapport au territoire, dans son rapport aux collectivités, dans son rapport aux entreprises. Eh bien, c'est préfigurateur de quelque chose. Et cet investissement qu'on souhaite dans l'enseignement professionnel, c'est qu'on est persuadé que c'est, on va dire, là où l'innovation peut permettre de pouvoir transformer ou aider à la transformation du système éducatif. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette clôture. On arrive à la fin de notre université école-entreprise, la première université école-entreprise. Alors c'était merci à tous les participants et vous en premier lieu les campus. Merci aussi aux élèves et à leurs professeurs qui nous ont préparé tout ça. C'était passionnant d'entendre tous ces témoignages sur ce lien école-entreprise qu'il faut encore resserrer. On voit plein d'expérimentations, on voit plein de dispositifs qui ont été présentés. Ça donne envie de poursuivre la réflexion et de poursuivre ce lancement. Comme on le disait hier et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a beaucoup de choses encore à faire. Merci en tout cas d'avoir participé à cette première université école entreprise. Alors on peut avoir encore un petit peu de temps, on me dit.
Est-ce qu'on pourrait se permettre, alors puisque comme je vous ai pressé comme tout, on peut se donner un tout petit peu plus de temps, peut-être avec une question, s'il y avait encore des questions qui avaient été mentionnées, ça serait l'occasion juste, on a un petit peu de temps supplémentaire. Je ne sais pas s'il y avait eu des questions ou si vous avez un retour à faire par rapport à ce qui s'est dit et à cet élan qu'Olivier Vandard disait. Voilà, hein, ça va aller de plus en plus. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter un petit commentaire sur tout ce qui s'est dit? Alors, je vous ai enlevé du temps, vous n'étiez pas content et maintenant... Si, alors, on a le micro. Est-ce qu'on peut avoir un micro là? Voilà, ça y est, vous l'avez. Oui. Allô? Oui. Oui, non, je veux bien parce que je voulais juste dire qu'en fait, revenir sur un propos qui a été tenu ce matin, je pense qu'il y a une conviction que nous avons tous, c'est que meilleure sera la connexion entre les attendus de l'entreprise et le contenu de l'enseignement académique, et meilleure sera l'intégration de nos jeunes dans nos métiers qui sont des métiers d'avenir. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que EDF a devant elle un programme industriel sans précédent dans les 10 prochaines années, et c'est une opportunité pour nous exceptionnelle d'accueillir, d'intégrer des jeunes dans toutes les régions de France. Et donc, tout ce que nous développons, que ce soit dans le domaine technique ou dans le domaine du numérique, c'est une opportunité supplémentaire pour offrir des métiers à ces jeunes-là. Et donc, c'est dans le cadre de coopération que l'on peut avoir, comme celle que l'on a donc avec le rectorat de Poitiers, que l'on arrivera à capter ces jeunes, à leur donner envie, à leur faire découvrir ces métiers techniques, y compris aux jeunes femmes, parce qu'il faut le dire, elles ont parfois quelques hésitations, mais elles ne devraient pas en avoir. On a aujourd'hui 25% des femmes dans le groupe, 25% des salariés dans le groupe qui sont des femmes, et donc je les invite, ainsi que tous les autres jeunes qui voudraient découvrir nos métiers, à venir lors des journées de l'industrie électrique une fois par an. Voilà. On parle des femmes et c'est bien, voilà, pour les attirer vers ces métiers techniques. Merci beaucoup Anne pour ces compléments. Allez-y, vous vouliez donner un petit commentaire, un petit Alors moi je vais essayer d'attirer les hommes dans mon métier, puisque c'est 80% de femmes dans le monde de la santé. C'est vrai que le campus nous a permis et obligé, vous avez parlé d'usines ouvertes tout à l'heure, nous on a osé ouvrir nos établissements, les plateaux techniques qu'on n'aura pas en formation, qu'on n'aura pas toujours en up-to-date en formation. On a carrément ouvert des centres de rééducation pour avoir un plateau technique. On a carrément ouvert des établissements pour handicap avec les vraies chambres, les vraies utilisations, les vrais outils que les personnes vont utiliser en établissement. Et en fait, on a réservé ces lieux-là de fonctionnement avec les dernières technologies dans nos établissements et dans notre structure et pour voir les personnes. Voilà, je pense que le campus permet aussi ça, ou nous oblige. Et puis, on a une vraie contrainte. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé qu'on allait déjà chez vous, on s'occupait de vos enfants, on s'occupait de vos parents, mais demain, c'est plus de 35% de la population, c'est une augmentation de plus de 30% des besoins en établissement, et c'est 350 000 emplois d'ici 2025. Une seconde, ça sera la seconde de conclusion campus. Oui, juste pour dire, on essaye d'expliquer là ce qui se fait et ce qui se passe dans les campus. Mais pour y être au quotidien, ce qui se passe dans les campus, ça se passe à bas bruit, ça se tricote dans la rencontre. Il se passe des choses exceptionnelles qui échappent un peu à ce qu'on est en capacité de mettre en mots, en tableaux, en grands termes, etc. Et donc, c'est vraiment des lieux de vie, de rencontre, et c'est assez exceptionnel. Enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir le dire parce que je le vois. Voilà, on me demande de me taire, donc je dis juste ça. Venez dans les campus. Le message est lancé. Je vous remercie beaucoup à tous. Je vous propose de redescendre, parce que nous allons accueillir le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour clôturer cette magnifique université école-entreprise à laquelle j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à participer et beaucoup de plaisir à entendre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Je ne vais pas vous faire un long discours, surtout que vous allez commencer à être un peu habitués à me voir parler, et je ne voudrais pas non plus répéter mon discours d'hier. Je veux d'abord, vraiment, une fois encore, tous et toutes vous remercier pour ce qui s'est passé depuis 2 jours. Vous le savez, c'était un moment un peu inaugural, un moment étape en tout cas. Il y aura un avant et un après cette première université. D'abord parce qu'il y aura certainement ensuite une deuxième, une troisième et ainsi de suite. Université, école, entreprise, nous avons voulu créer un rendez-vous très important désormais, régulier, qui permette de signifier que, évidemment,
entre ces deux mondes. La relation doit être étroite dans l'intérêt de nos élèves, de nos jeunes, et puis aussi dans l'intérêt de notre pays, tout simplement. Donc merci d'avoir contribué à cela. Merci d'être les acteurs de cette dynamique. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a déjà beaucoup de choses que vous faites. Et un moment comme celui-ci n'est pas un moment de naissance, bien entendu, c'est un moment de cristallisation. C'est un moment où on peut exposer, comme ça vient d'être fait dans cette table ronde, toute l'énergie, tout l'engagement, tous les progrès qui sont faits grâce à votre action. Et bravo à celles et ceux qu'on vient d'entendre. D'une certaine façon, il y a un métier qui a émergé ces derniers temps, parmi d'autres, c'est directeur opérationnel de campus des métiers et des qualifications. C'est vraiment, on voit de véritables managers d'un ensemble, de ces Harvard du Pro dont nous avons parlé, des personnes qui font le lien entre tous les acteurs au service des élèves. Eh bien, cette énergie, elle s'est montrée depuis hier matin. Elle est là. Elle existait avant ces universités, mais maintenant elle a vocation à être portée plus loin encore. Elle a vocation à être décuplée. Elle a vocation à être reconnue. Elle a vocation à être connue de nos concitoyens, parce qu'il y a encore des restes de clichés sur la pseudo-fermeture des deux mondes l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de fermeture de ces deux mondes. Ils sont distincts, mais ils travaillent ensemble. Et c'est extrêmement important de le rappeler, ça doit être un des messages d'aujourd'hui. Hier, j'ai utilisé comme mot-clé le mot d'esprit d'équipe, qui caractérise à la fois ce qu'on doit avoir dans chacune de nos structures, de nos institutions, et entre nous tous. Aujourd'hui, et à la lumière de ce que j'ai pu entendre ou savoir de ce que vous vous êtes dit, je voudrais utiliser comme mot-clé celui d'engagement. Cet engagement qui se voit au travers de vous tous. Exemple, les directeurs opérationnels dont je viens de parler. Exemple, toutes ces entreprises qui sont présentes ici à Poitiers et qui ont été là pour aller à la rencontre de l'éducation nationale, des élèves eux-mêmes. Exemple, ces lycéens professionnels qui vous ont accueillis, qui sont engagés pour leur avenir et qui sont engagés dans leur formation. Et puis, exemple, les DRH, il y en a plusieurs ici, les DRH du CAC 40, d'entreprises petites, moyennes. Je voudrais saluer le fait que l'Association nationale des DRH a pris un engagement, je crois que vous l'avez entendu ce matin, qui va signifier plus de stages, plus de liens, plus d'opportunités pour nos élèves, pour nos jeunes. Et nous le savons, notre pays a des atouts fantastiques et ces atouts peuvent se décupler si on fait communiquer ensemble les différents acteurs et notamment si on crée un plus grand lien entre les générations. Nous sommes dans un moment très particulier, un moment de sortie de crise, un moment où parfois il faut penser certaines plaies, mais surtout investir dans l'avenir. C'est le sens du plan France Relance. J'étais avec le Premier ministre il y a encore quelques instants, qui est venu saluer tous les enjeux du numérique éducatif. Il vous envoie d'ailleurs un grand salut. Et ce qu'il a salué au travers du numérique éducatif est évidemment en lien très étroit avec ce que nous avons célébré ici, puisque le développement technologique, les changements technologiques de notre époque font évidemment partie de ce qui est au cœur même de la relation école-entreprise et de l'actualisation permanente à la fois des compétences de nos élèves et des contenus de l'orientation que nous leur donnons. Alors cette dynamique dans laquelle nous nous trouvons, c'est une dynamique où nous faisons d'un moment difficile, non pas un obstacle au progrès de nos jeunes, mais au contraire un levier, par l'investissement dans l'éducation, par l'investissement dans l'économie et donc par l'investissement dans l'avenir. En ce moment même, des entreprises se développent, se déploient, il y a une énergie particulière, lié notamment aux investissements, avec l'argent public et l'argent privé qui permet ces investissements. Il y a donc des emplois, il y a une croissance de l'offre d'emploi assez inédite en ce moment même, et nous l'avons suffisamment dit depuis hier, il n'y a pas toujours les compétences en face de ces offres d'emploi. C'est évidemment regrettable, ça ne doit plus être le cas à l'avenir, et nous devons avoir donc des réussites à court terme, à moyen terme et à long terme pour changer cela. À court terme, c'est possible. On vient de le voir avec les campus des métiers et des qualifications. Ce n'est pas simplement une utopie ou un projet verbal, c'est une réalité. Ce sont des projets qui ont été décidés il n'y a pas si longtemps que ça et qui aujourd'hui sont des réalités concrètes au service de nos élèves et qui ont des relations avec les entreprises et qui peuvent ainsi préparer nos jeunes à des métiers immédiatement. Mais c'est vrai aussi à moyen et à long terme, ce que nous faisons en ce moment à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège, et au lycée, bien sûr, et ensuite dans l'enseignement supérieur.
Tout ceci, évidemment, est au service de l'avenir. On doit tous avoir cette vision dans la durée, et c'est important aussi que le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, soit dans cette logique du long terme, parce que c'est ce que permettent les partenariats aussi, c'est de miser pas seulement sur l'embauche de demain, mais aussi sur l'embauche d'après-demain. Et c'est cette responsabilisation dont vous êtes l'incarnation, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes parfaitement conscient de ce sujet, mais on doit partager ça avec tous nos concitoyens et avec tous les acteurs de l'éducation et tous les acteurs de l'économie. Donc ces universités, écoles, entreprises sont, je crois, à marquer d'une pierre blanche. Elles sont un moment refondateur d'une certaine façon, parce qu'à partir de maintenant, il doit être très clair pour tout le monde que les partenariats sont encouragés, qu'il y a dans chaque rectorat de France une personne pour vous parler si ces partenariats ne se font pas de manière suffisamment fluide. Vous pouvez toujours avoir un interlocuteur quand vous êtes dans le monde de l'entreprise. Et symétriquement, personne ne doit douter que le monde de l'entreprise est extrêmement engagé. Il l'est depuis un certain temps, il l'est davantage encore maintenant pour la formation, pour l'éducation, pour l'intérêt général tout simplement, et donc pour la jeunesse. Donc merci à vous d'être les acteurs de cette dynamique et d'être force de proposition, force de créativité et évidemment force d'investissement dans l'avenir. Merci beaucoup.